Bienvenue à tous et une fois de plus, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécifique. C'est une branche d'application des technologies blockchain sur lesquelles nous discutons, nous échangeons et aujourd'hui, nous parlons des monnaies locales complémentaires. Euh, il a, Nous avons eu dernièrement un échange pendant lequel il se posait la question sur l'utilité des monnaies locales complémentaires. Et je me rends compte en fait que si nous devons copier les modèles venus d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous allons, en regardant selon le prisme des Européens ou des Occidentaux, lorsqu'on va les appliquer ici en Afrique, on aura beaucoup de difficultés justement parce que leur façon de fonctionner n'est pas la même que la nôtre. Parce que nous avons copié beaucoup de choses, nous avons copié l'éducation, l'industrie, mais nous n'avons pas vraiment excellé dans notre capacité d'adapter. Alors, même dans le domaine économique, nous avons des problèmes d'adaptation. C'est pourquoi il a été très difficile lors de cet échange-là de faire voir aux uns et aux autres l'importance des monnaies locales complémentaires. Justement parce que la vision, le prisme sur lequel était vue cette notion de monnaie locale complémentaire était totalement un prisme selon l'économie occidentale. Selon l'économie occidentale. Et sous ce prisme-là, nous avons beaucoup de difficultés parce qu'on ne peut pas vraiment voir l'utilité en réalité de cette économie-là. Donc aujourd'hui, il était important pour moi de pouvoir essayer de faire quelques éclairages dessus. La monnaie, normalement, sans entrer dans l'économie et sans être économiste, la monnaie est un élément ayant quelques caractéristiques et cet élément-là permet de faire des échanges de biens ou de services. Parce que lorsqu'on parle du troc, certaines personnes en réalité pensent qu'il n'y a pas eu de troc, mais qu'il y a eu des échanges qui étaient liés à beaucoup d'autres des types d'échanges, mais qui n'étaient pas forcément du troc, parce que le troc a trois limites qui n'auraient pas pu être comblées hier et aujourd'hui, ces limites-là n'arrivent pas à être comblées. Donc ces limites-là semblent être des limites continues dans le temps. La première limite du troc, c'est la capacité de diviser les biens. Si hier, c'était pas possible de diviser un bœuf, parce que si on devait changer un bœuf contre une tête de chou, je pense que si aujourd'hui on n'est pas capable d'échanger un bœuf contre une tête de chou parce qu'il faudra diviser une partie du bœuf pour prendre la tête de chou, je ne pense pas que hier, il y a 6 000 ans, 10 000 ans, je pense que c'était plutôt possible. Donc si aujourd'hui on ne peut pas faire le tour, je ne pense pas que hier on pouvait aussi le faire. Et il y a beaucoup le problème de la comparabilité des biens qu'on doit troquer. Voilà un des problèmes du troc. Le problème de la synchronisation ou la coïncidence des échanges ou des personnes ayant le besoin d'échange. Ça veut dire, si aujourd'hui c'est pas facile de trouver la personne qui a la tête de chou dont j'ai besoin pour qu'il l'échange avec mon bœuf, ce n'était pas hier que ça devait être facile. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux avoir mon bœuf et je veux l'échanger contre une tête de chou et autour de moi, il n'y a que des gens qui ont des tables. Trouver la personne qui a la tête de chou, c'est pas facile. Voilà un problème du troc. Donc, il y a le premier problème qui est lié à la comparabilité des biens. Le deuxième problème, c'est lié à la synchronisation des personnes ayant des mêmes besoins ou ayant des articles dont l'un et l'autre veut échanger. Le troisième problème du troc, en réalité, c'est le problème de temps de transport. Parce que transporter les biens à troquer peut être un grand problème. Parce que si je suis au nord et que je dois troquer mes moutons contre des crevettes,
le gars qui a des crevettes n'est pas forcément à côté de moi. Donc, il faudra que soit le gars qui a les crevettes s'en va à des milliers de kilomètres vers les moutons, soit le gars du mouton s'en va vers des milliers de kilomètres vers les crevettes. Donc voilà un peu quelques soucis du troc. Et avec ça, on a aussi le problème de temps de recherche. Parce que je peux vouloir troquer mon régime de bananes contre une boîte d'allumettes. Il y a trois problèmes qui existent déjà. La quantité de bananes qu'il faudrait, est-ce que c'est divisible, ainsi de suite. Il faut trouver la personne qui a la boîte d'allumettes. Il faut aller vers la personne. Voilà le troisième problème. Le quatrième problème, c'est le temps pour rechercher. Parce que si j'ai besoin d'une boîte d'allumettes actuellement et que le gars je ne sais pas où se trouve le gars qui a la boîte d'allumettes, ma banane risque de mûrir avant que je ne trouve le gars. Donc il y a quatre problèmes fondamentaux liés au troc qui ne sont pas des problèmes liés à notre époque. C'est pourquoi il est difficile de penser que le troc aussi hier a été vraiment quelque chose d'aussi fluide que ça. D'aussi fluide que ça. Alors, pour régler le problème, en supposant que le troc ait eu lieu, on a eu la notion de monnaie. La monnaie qui était juste un bien qui permettait de changer tous les autres biens. Ça veut dire que c'est un bien dans la communauté où nous sommes tous d'accord sur ce bien-là, on est tous d'accord, par exemple, que je peux échanger ma banane vers ce bien-là. Et lorsque j'ai ce bien-là, je peux échanger ce bien-là vers les crevettes. Ça veut dire que je n'échange plus banane contre crevette, j'échange banane contre peut-être, si on dit la monnaie c'est le sel, j'échange ma banane contre le sel. J'ai le sel. Parce que le sel a des problèmes a l'avantage de ne pas être périssable, d'être facilement transportable, ainsi de suite. Et on a aussi l'avantage que toute personne est capable de m'échanger son bien contre le sel. Ça veut dire que je n'ai qu'à échanger mon bœuf contre le sel. Et après, j'échange donc le sel que j'aurai contre les crevettes lorsque j'en aurai besoin. Et je peux aussi échanger ce même sel, cette fois-ci, contre peut-être un sac d'arachide. Vous voyez, c'est un intermédiaire d'échange. Et avec ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que la monnaie, en fait, au-delà d'être intermédiaire d'échange, c'est un élément d'évaluation des biens. Donc, on doit essayer donc de dire un bœuf vaut quelle quantité de sel et un kilo de crevettes vaut quelle quantité de sel. Ça évite de pouvoir faire une correspondance entre bœuf crevette, bœuf banane, bœuf goyave, bœuf service, bœuf puiser de l'eau, bœuf passer une journée. Donc vous voyez, si on veut faire ça, si on veut faire une bijection entre chaque bien, ça va devenir très très compliqué. Donc bien on fait donc juste une bijection de l'ensemble des biens vers un seul bien et de ce bien-là vers les autres. Donc c'est ça qui permet donc l'apparition des monnaies qui aujourd'hui, la monnaie a plusieurs buts. C'est un élément d'échange commun acceptable par tous. C'est un élément qui permet de quantifier la valeur des biens. C'est aussi un élément qui permet de stocker des actifs. Parce que j'aurais pu avoir mon régime de banane. Lorsqu'il est coupé, je sais que dans un mois, il serait plus disponible. Si j'ai 1000 régimes de bananes, dans un mois, je deviens... Si ces 1000 régimes de bananes forment mes actifs, dans un mois, je n'aurai plus aucun actif parce que toutes ces bananes-là auraient mûri et auraient pourri. Mais lorsque j'échange donc ces 1000 régimes de bananes vers une monnaie, ici qui est le sel qui est moins périssable que le régime de banane, dans un mois, 2 mois, 3 mois, j'ai l'équivalent de la valeur de mes 1000 régimes. Donc la monnaie aussi est un élément de thésaurisation ou de stockage des actifs. Et avec ça, il y a plusieurs autres éléments liés à la monnaie, mais aujourd'hui nous parlons de la monnaie locale
complémentaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons l'impression que la seule façon d'avoir la monnaie, c'est à travers les monnaies de banque. Il y a beaucoup d'avantages aux monnaies de banque et aussi beaucoup d'inconvénients. Mais dans un cas spécifique, les monnaies locales sont applicables dans une communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous arrivons dans une région qui produit par exemple beaucoup de biens vivriers, au-delà d'avoir les monnaies normales, scripturales et fiduciaires, on peut avoir une monnaie locale dans cette région-là. Quel est l'avantage? Parce que c'est de quoi il s'agit ici. On a l'avantage déjà d'avoir une confiance parce que si toutes les personnes de cette région-là ont confiance en cette monnaie locale-là, qui dans notre cas, ça peut être du sel. Si tout le monde est d'accord que le sel est l'élément qui peut nous permettre de jouer le rôle de monnaie. J'ai parlé des trois caractéristiques de la monnaie, les avantages de la monnaie. Alors, même sans le franc CFA, dans cette localité-là, on est capable d'échanger des biens. Ça veut dire même sans avoir 10 000 francs, 2 000 francs, 5 000 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, ainsi de suite, on est capable, même sans argent, de continuer à échanger mon régime de banane contre du haricot, mon haricot contre du poulet, tant que je vends mon régime de banane pour du sel. Et lorsque j'ai du sel, quand j'ai besoin du poulet, je m'en vais acheter du poulet avec mon sel. Et ça, quel avantage? Ça, l'avantage, au-delà de se défaire de l'intermédiaire central que sont les banques, ça a l'avantage déjà de faciliter les échanges. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la monnaie est un instrument d'échange, mais la monnaie aussi, c'est un instrument qui facilite les échanges. Ça veut dire, dans cette région-là, plus on va acheter mes bananes, plus je vais produire des bananes. Or, plus je produis des bananes, plus j'achète de l'engrais pour les bananes, plus j'achète les rejetons, plus j'achète du fumier. Ça veut dire, plus on achète rapidement ce que je produis, plus je fais les achats et les bénéfices chez les autres. Ça veut dire, plus je vends, plus j'ai du bénéfice. Et plus je vends, plus je m'en vais faire des achats chez les autres et ils font aussi du bénéfice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on a une monnaie locale complémentaire d'une communauté, si lorsque je produis, je prenais 2 mois pour écouler, lorsque j'ai la garantie que je vends plus vite, ce que je vendais en 2 mois, je vends en 2 semaines. Alors, si en 2 mois, je produisais 100 000 unités, prenons 100 000 francs, je vais produire les mêmes 100 000 francs en 2 semaines. Ça veut dire, en 2 mois, je vais me retrouver en train d'avoir généré pas seulement 100 000 francs, mais 400 000 francs. Voilà un des avantages d'avoir une monnaie locale complémentaire. Parce que lorsqu'on facilite les échanges, et si chaque 100 000 francs créait 10 000 de bénéfices, ça va faire donc 40 000 de bénéfices en 2 mois au lieu de 10 000 francs de bénéfices. Et les 100 000 francs, en 2 mois, j'ai 400 000 au lieu de 100 000 francs. Et ça me permet dans la communauté d'acheter pour 400 000 en 2 mois au lieu d'acheter seulement pour 100 000 francs en 2 mois. Donc voilà un des avantages extrêmement importants d'une monnaie locale complémentaire. Et l'autre avantage, c'est de permettre aussi à chacun de pouvoir rapidement écouler ses biens, mais de permettre qu'on écoule rapidement les biens locaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avec une monnaie locale complémentaire, on peut se dire, on n'achète que des produits agricoles avec. Et si on n'achète que des produits agricoles avec, ça veut dire que tous les produits agricoles vont tourner plus rapidement. On va plus rapidement les produire et on va aussi plus rapidement les consommer. Voilà le deuxième avantage. Plus on produit, plus on consomme rapidement. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que les bénéfices sont générés plus rapidement. Et qu'est-ce que ça implique encore?
ça implique un des avantages qui est la minimisation des coûts de transport. Parce que si on consomme les choses qu'on produit dans la région, ça nous évite de transporter les autres choses des autres régions, de transporter ces mêmes choses dans les autres régions. Parce que lorsque nous transportons ces mêmes choses dans des autres régions, il y a des coûts supplémentaires de transport. Et ces coûts supplémentaires de transport, autant nous les payons. Et ces coûts supplémentaires de transport créent en réalité sur le long terme des problèmes écologiques et des problèmes de logistique. Donc, avec les monnaies locales complémentaires, on réduit les problèmes de logistique, les problèmes économiques. Et dans notre cas ici, avant de continuer, nous comprenons donc que la blockchain peut permettre d'implémenter des monnaies locales complémentaires par secteur. C'est-à-dire on définit un secteur sur lequel on va définir une monnaie locale qui va permettre d'échanger les biens de ce secteur-là et ça va donc fluidifier les échanges de ce secteur-là. Et voilà pourquoi la blockchain est un élément extrêmement important de gouvernance. Parce que c'est selon nos besoins spécifiques. Alors, on va éviter donc à travers cette monnaie locale complémentaire des éléments, des désavantages liés à la gestion des banques. Puisqu'elle est complémentaire, elle ne surplombe pas, elle ne remplace pas les monnaies des banques, mais elle est spécifique à certains besoins. Donc c'est très important de voir ça comme avantage. Et les monnaies locales complémentaires aussi ont cette possibilité-là de pouvoir générer pour la communauté de la plus-value. Parce que les bénéfices, par exemple, générés lorsque la monnaie locale complémentaire tourne, permettent de rapidement soutenir des projets dans la région où la monnaie est utilisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a vu comment en 2 mois on passe de 100 000 francs à 400 000 francs. Et si on a 10 000 francs de bénéfices, ça fait, au lieu de 10 000 francs en 2 mois, on a 40 000 francs. Ces 40 000 de bénéfices sont un plus. Lorsqu'on passe de 10 000 de bénéfices à 40 000 de bénéfices, ces 30 000 là, c'est énorme pour réaliser des projets. Parce que si on dit, c'est comme ça fois 100, vous voyez la quantité d'argent qu'on peut générer rapidement. Donc ces monnaies locales-là, au-delà de cela, les circuits courts. Les circuits courts permettent d'augmenter dans le niveau de richesse dans un domaine. Ça permet de donner un élément de confiance aussi. Pourquoi? Parce que les monnaies de local complémentaires ont un avantage. L'avantage, c'est que en réalité, personne ne veut prendre sa mettre en banque pour garder. Ça permet donc que lorsqu'on a ces monnaies-là, automatiquement on les dépense. Ce n'est pas comme notre compte Mobile Money où on peut avoir 200 000 dans un compte Mobile Money et on dit, bon, je vais utiliser dans 6 mois. Non. Avec les monnaies locales complémentaires, on l'utilise le plus rapidement possible. Et vous voyez, lorsque l'argent tourne automatiquement, ça fait que les autres ont plus rapidement de l'argent. Parce que ce qui fait qu'on est obligé d'attendre 1 mois pour avoir de l'argent, c'est parce que souvent il n'y en a pas et il y a une périodicité. Mais si à tout moment, 24 sur 24, l'argent peut entrer, ça veut dire qu'automatiquement ça va aussi sortir pour aller vers les autres. Et ça, c'est un avantage encore énorme qui est lié à l'avantage précédent. Mais aussi, pour les monnaies locales complémentaires, dans notre contexte, on peut rapidement voir que en adossant cela à une blockchain, ça permet de gérer les transactions entre des personnes. Donc, dans notre cas spécifique, on gagnerait à créer
selon les domaines des monnaies locales complémentaires pour nous permettre d'augmenter ou de soutenir certains projets. Parce qu'il y a beaucoup de biens qui périssent dans certaines localités parce qu'il y a une lenteur d'échange de biens, parce qu'il y a une lenteur d'échange. Ça veut dire qu'on produit des biens, mais il n'y a pas de personnes pour consommer proches. Il faut transporter cela pour aller plus loin, trouver des consommateurs. Alors qu'avec monnaie locale complémentaire, pourquoi on n'arrive pas à transporter pour aller plus loin? Faute d'argent. C'est faute d'argent. Donc, si on a une monnaie locale complémentaire dans une communauté, ça permet que ce qu'on produit est rapidement consommé, ça permet qu'on reproduise encore plus vite, on reconsomme encore plus vite et toute production, consommation crée du bénéfice. Et ces bénéfices-là sont réinjectés dans la communauté. Et voilà un peu des principaux avantages. Donc, si on veut résumer rapidement, on peut dire, au-delà de l'importance d'avoir une monnaie qui est différente des monnaies de banque, les monnaies locales complémentaires nous permettent, un, de d'augmenter le taux d'échange des biens, d'augmenter la vitesse d'échange des biens. Et qui dit augmentation de vitesse d'échange dit génération plus rapide des bénéfices. Et qui dit génération plus rapide de bénéfices veut dire les gens vont plus travailler. Et plus on travaille, plus il y a de développement. Ça veut dire qu'en réalité, beaucoup se plaignent que nous ne travaillons pas assez, nous utilisons plus nos matières premières. Oui, mais lorsqu'on augmente rapidement le volume des échanges, les gens se mettent plus rapidement au travail. Et quand on travaille, tout le monde gagne. Tant les banques pour les monnaies conventionnelles que les localités. Donc, au-delà de cela, d'augmenter, de permettre aux gens de rapidement travailler, il y a cet avantage-là aussi d'être plus économique. Et beaucoup de problèmes arrivent dans les localités parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais même sans argent, si on est capable de faire des échanges, même sans argent, si je suis capable d'avoir ce dont j'ai besoin, c'est très très important pour nous. Donc les monnaies locales complémentaires ont une très grande importance. Et nous travaillons dessus pour adosser cela à des blockchains ou à une blockchain et résoudre nos problèmes. Et c'est comme ça que nous comptons contextualiser les technologies et ne pas seulement appliquer les choses des autres. Juste parce qu'on a vu le système bancaire, pour nous on se dit sans la banque on ne peut rien faire. Non. En utilisant bien les technologies, nous pouvons résoudre nos problèmes de façon pratique. Merci et à bientôt pour un nouveau thème.